Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler du Tupolev Tu-95 mais le RTS Bir-D. Alors certains le connaissent, d'autres non, mais vous allez voir, il était à ce moment-là le tueur de porte-avions soviétique. Alors je ferai une vidéo vraiment à part entière sur les méthodes soviétiques pour couler un porte-avions. J'avais fait une vidéo sur comment un porte-avions se protégeait. Et ben la prochaine ce sera vraiment sur une vidéo sur les tactiques soviétiques pour couler un porte-avions. Et vous verrez qu'en réalité ce n'est qu'une évolution avec les missiles hypersoniques actuellement. Allez, c'est parti. Lorsque les soviétiques admettent au service leur premier vrai missile anti-navire longue portée, le P5 et sa variante le P6, qui est déployé à bord de navires de surface et de sous-marins lanceurs de missiles, une problématique évidente apparaît, celle de la question du ciblage sur de très longues distances. En effet, contrairement à un immeuble qui est une cible fixe, un navire peut parcourir une distance plus ou moins importante entre le moment de sa détection, le départ du ou des missiles et le moment de l'impact. Par conséquent, à moins de disposer d'un système de recalage durant la course finale du missile, plus la distance séparant le vecteur de la cible est grande et plus les chances de toucher la cible diminuent. Autre problématique, les radars soviétiques des années 50 offrent des performances limitées en matière de détection sur des distances importantes. À ce défaut s'ajoute une limitation qui est d'ailleurs intrinsèque à tous les radars, celle de la courbure de la Terre. Et oui, pour certains la Terre est plate, mais bon. Une onde radar part en ligne droite, mais la Terre est courbe. Donc plus on s'éloigne de l'émetteur, plus l'onde risque de dépasser l'horizon optique et de ne plus être en mesure de détecter au-delà d'une certaine distance. Aussi, pour exploiter au maximum les performances du P5, les ingénieurs imaginent une plateforme à long rayon d'action pouvant effectuer la recherche, le ciblage à distance et l'illumination des cibles navales. Vu le besoin de disposer d'une forte endurance, avec de longues périodes de patrouille en mer, et d'emporter des équipements relativement encombrants, le Tupolev Tu-95 Bir apparaît comme une base idéale. Le décret 835-375 du Conseil des ministres de l'URSS en date du 21 juillet 1959 charge l'OKB Tupolev du développement d'une variante du Tu-95 pour la reconnaissance et l'illumination des cibles. En vue de gagner du temps, le bombardier stratégique Tu-95M, alors en production, va servir de base pour la création d'un premier prototype de cette nouvelle variante qui est alors codée Bir-D par l'OTAN, mais classifiée Tu-95 RTS par l'URSS. Et le RTS veut dire en russe reconnaissance ciblage. Au moins c'est simple. Le 21 septembre 1962, le prototype prend l'air pour la première fois. Les tests sont concluants et la production en série est lancée dès 1963, avec une sortie d'usine des premiers avions de série l'année suivante en 1964. Au final, 52 Tupolev Tu-95 RTS sont produits jusqu'en 1969. Ils sont alors rattachés à l'aéronavale soviétique au sein de deux unités, la flotte du Pacifique et la flotte du Nord. L'admission au service officiel du Tupolev Tu-95 RTS intervient le 30 mai 1966 par la signature du décret 411-126 du Conseil des ministres de l'URSS. Mais le développement de cet appareil pose pas mal de difficultés aux ingénieurs pour faire fonctionner simultanément un ensemble relativement conséquent de capteurs, sans qu'ils ne rentrent en conflit et amoindrissent les performances effectives de l'avion. Les capteurs passifs à disposition sont largement similaires à ceux de l'appareil de renseignement électronique et de collecte d'informations Ilyushin IL-20 code A. Le Tupolev dispose de récepteurs SRS-67 ROM4 avec le système ELINT, c'est-à-dire de renseignement technique d'origine électromagnétique. Il dispose aussi du Kravta, qui est le système ELINT qui détaille les émetteurs et récepteurs, ainsi que les fréquences employées, et enfin le système Vishnia. Cet ensemble de systèmes doit permettre à l'avion de détecter et localiser les émissions radar ainsi que de suivre et écouter les communications émanant des navires ennemis. Ces équipements prennent place dans l'ancienne soute à bombe avant.
À ces équipements passifs vient évidemment s'ajouter le principal système embarqué qui est lui actif, le système radar de recherche et ciblage MTS-RS1 ou le système Big Bulge pour l'OTAN. Fonctionnement en bande I et J, il est implanté dans un large radome sous le fuselage en lieu et place d'une ancienne soute à bombe. Le radar Upstek 1A dispose d'une portée de détection contre les cibles navales évaluée à un maximum de 400 km. Enfin, l'appareil possède un système ARFA de transfert des données constitué d'une antenne mobile implantée dans un radome sous le nez de l'avion. Le mode de fonctionnement du tandem avion-sous-marin est le suivant. Le vecteur du missile P6, soit un sous-marin projet 651, se positionne pour procéder au tir avant de remonter à la surface, le P6 ne pouvant être tiré sous l'eau. Une fois à la surface, les tubes de lancement sont relevés pour être mis en position de tir, puis les antennes radar des sous-marins sortent de leur carénage intégré au kiosque. Un Tupolev Tu-95 RTS indique aux sous-marins les cibles dont les coordonnées sont transmises via le système ARFA. Une fois le tir effectué, le Tupolev continue à fournir des données aux missiles en vol avant que le guidage terminal de ces derniers ne prenne la relève. Dit autrement, en l'absence de Tupolev, les sous-marins soviétiques sont aveugles sur des moyennes et longues distances. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y a aussi un rapport avec les croiseurs de la classe Slava. Le missile anti-navire de surface P500 P1000 Basalt Vulcain est en mesure de frapper sur de très longues distances. Or, il a été conçu pour remplacer le P6 dès le milieu des années 70, à une époque où la première génération de missiles anti-navires soviétiques approchait de sa fin de carrière. Entrés en service à partir de 1975, les missiles de nouvelle génération P500 et par la suite le P1000 équipent notamment les croiseurs porte-aéronefs de la classe Kiev ainsi que les croiseurs Slava. La problématique rencontrée avec les P6 P35 revient alors sur la table. Comment assurer le guidage de ces nouveaux missiles sur de très longues distances? La solution trouvée est simple. Les navires équipés de missiles P500 reçoivent le système de transmission de données Katsaka-B qui lui permet de communiquer et de recevoir les informations de ciblage provenant soit de satellites, soit des Tupolev 95 RTS. La logique de fonctionnement sur l'ensemble reste identique à ce que nous avons vu, les Tupolev assurant ainsi le guidage sur de longues distances des P500 des Slava. Mais ce Tupolev a aussi une dimension à laquelle je suis sûr vous n'y avez absolument pas pensé, une dimension politique. Cette dualité avion-navire sert également de message politique. Le déploiement de Tupolev 95 RTS, comme ce fut régulièrement le cas à Cuba, indiquant que des sous-marins soviétiques ne sont pas loin et qu'ils sont en mesure de frapper les groupes aéronavals américains. Ces déploiements s'accompagnent de vols de patrouille permettant aux équipages soviétiques de s'entraîner par la même occasion. Au début des années 80, face au vieillissement du Tupolev 95 RTS, les responsables soviétiques étudient la possibilité de mettre au point une variante de l'appareil de lutte anti-sous-marine Tupolev 142 pour prendre la relève. Sous le nom de code Moore, le Tupolev 142 MK, alors en production, sert ainsi de base pour la création de cette nouvelle plateforme. Catalogué à l'origine en tant que Tupolev 95 MRTS avant de devenir très rapidement le Tupolev 142 MRTS, cette variante est construite à partir de composants issus aussi bien du Tupolev 95 MS que du Tupolev Tu-142 MK. Néanmoins, les capacités de l'avion évoluent durant son développement. Alors qu'il devait être à l'origine un avion de reconnaissance et ciblage, à l'instar du Tupolev Tu-95 RTS, il est bientôt décidé de lui adjoindre une capacité offensive avec emport sous pylône de missiles anti-navires de surface KH-32, qui est la version modernisée du KH-22N. Ce faisant, le Tupolev Tu-142 MRTS est capable à la fois d'assurer le guidage des missiles anti-navires sur de longues distances et de traiter directement des cibles. Le système de ciblage du Tupolev 142 MRTS est baptisé Ulbech 1AV, une version modernisée de l'Upstek 1A du Tupolev 95 RTS, qui comprend comme capteur principal un radar Ulbech U1AV, qui est positionné
sous le fuselage. Le programme de développement va cependant traîner pendant presque 10 ans et ce n'est qu'en 1994 que sort un premier prototype du TU-142 MRTS. Toutefois, du fait de changements doctrinaux ainsi que par manque de moyens, le programme est abandonné sans que le prototype n'ait pris l'air. Ce dernier est détruit quelques années plus tard. La Russie envisage par la suite de déployer des équipements de ciblage sur une plateforme de plus petite dimension et plus économique, le Tupolev Tu-204-214, mais sans suite concrète avant de choisir une solution satellitaire. La fin de carrière des Tu-95 RTS débute en 1985. L'arrivée des Tupolev Tu-142MK, le déploiement de systèmes de ciblage satellitaire, ainsi que des problématiques de fatigue structurelle observées sur les avions ont en effet raison de ces derniers. Leur carrière s'achève définitivement au début des années 90, sans remplaçant immédiat malgré les tentatives de développer le Tupolev 142 MRTS. En 2022, la marine russe a indiqué réfléchir à un dernier avatar d'avion de ciblage et reconnaissance, en faisant appel au système de commandement unifié ASU pour permettre au Tupolev 142 MK d'assurer le guidage au-delà de l'horizon en temps réel des missiles hypersoniques anti-navires de surface à très longue portée 3 M22 Zircon. Si cette annonce se concrétise un jour, cela signifierait que les Tu-142 MK reprendraient en substance le rôle rempli à l'époque par les Tu-95 RTS et compléteraient alors les moyens satellitaires mis en œuvre par la Russie. Il reste à voir si les appareils seront d'abord rééquipés en conséquence dans le cas de leur modernisation annoncée ou s'ils sont déjà en mesure de remplir cette nouvelle mission. Et pour le moment, nous n'avons aucune information concrète. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.